Il se passe quelque chose de fondamental en ce moment dans le monde de la finance. C'est une bataille silencieuse, presque invisible, entre une institution vieille comme le monde et une technologie toute nouvelle. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Voilà la grande question qui pèse sur tout le système financier. Pour la toute première fois depuis des milliers d'années, l'hégémonie des banques est vraiment remise en question. Et pas par une autre banque ou une autre institution, non, par un concept complètement nouveau. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut faire un petit retour en arrière. Le système bancaire, ce n'est pas une invention d'hier. On parle de Babylone il y a des milliers d'années où les prêtres dans les temples servaient de banquiers. Et puis hop, on avance à la Renaissance, avec des familles comme les Médicis, qui ont bâti des empires en finançant des royaumes entiers. Le modèle, au fond, n'a jamais vraiment changé. Une institution centrale, un intermédiaire de confiance qui est juste indispensable. Et là arrive 2008, la crise financière mondiale. Une crise déclenchée pour les banques eux-mêmes et qui a complètement brisé la confiance. C'est dans ce climat de défiance totale qu'une personne ou un groupe anonyme, Satoshi Nakamoto, a publié un simple document de 9 pages. L'idée ? Un système financier totalement nouveau, sans aucun intermédiaire. Le Bitcoin était... Le Bitcoin, c'était une idée fascinante, bien sûr, mais sa valeur fait les montagnes russes. C'était impossible de l'utiliser au quotidien. Pour régler ce problème, un nouveau type d'actif numérique a vu le jour, le stablecoin. L'idée, elle est toute simple, mais franchement, elle est brillante. Créer une monnaie numérique dont la valeur ne bouge pas, généralement attachée au dollar américain. C'est le pont parfait entre la finance traditionnelle et le monde de la crypto. Et là, attention, la différence est cruciale. Le Bitcoin, c'est un actif pour investir, un peu comme de l'or numérique. Sa valeur peut exploser ou s'effondrer en 24 heures. Les stablecoins, eux, sont faits pour être utilisés, pour échanger. Leur but n'est pas de rendre riche, mais d'être stable. Un stablecoin, c'est un dollar. Point barre. Et c'est justement cette stabilité qui en fait une menace directe pour le cœur de métier des banques. Alors, au début, les stablecoins, c'était un peu un truc de niche, surtout pour les traders de crypto. Mais un événement a tout changé et a fait passer cette technologie de l'ombre à la lumière en confrontation directe avec les géants de la banque. Imaginez un instant qu'une loi vienne légitimer ces stablecoins. Qu'elle dise officiellement, oui, un stablecoin adossé à un vrai dollar est un instrument financier reconnu. D'un seul coup, on ne serait plus dans une zone grise juridique. Ça deviendrait une partie intégrante du système. Une loi, comme ça ouvre complètement les vannes. Tout à coup, on pourrait utiliser des stablecoins pour envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en quelques secondes. Les entreprises pourraient se payer instantanément. On pourrait même faire ses courses avec une carte de débit liée à un compte en stablecoins. Et le comble, les banques elles-mêmes seraient autorisées à en proposer. Le terrain de jeu change du tout au tout. Et cette métaphore, celle du cheval de Troie, elle est parfaite pour décrire la situation. En rendant les stablecoins légitimes, la loi a permis aux plateformes de crypto qui maîtrisent cette technologie depuis des années d'entrer directement sur le territoire des banques. Elles sont maintenant à l'intérieur des murs, prêtes à se battre, mais avec des armes bien plus modernes. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, le cœur de la bataille, l'argent des déposants. C'est là que la menace pour les banques devient vraiment existentielle. Alors là, on touche au cœur du problème pour les banques. Regardez bien, un compte épargne dans une banque américaine rapporte en moyenne 0,4% d'intérêt par an. Le même argent déposé sous forme de stablecoin sur une plateforme de finance décentralisée peut rapporter plus de 4,5%. La différence est juste énorme. Face à ça, l'argent commence à bouger, c'est logique. Et les montants en jeu, ils sont juste astronomiques. Un rapport du Trésor américain a tiré la sonnette d'alarme. Ce sont 600 milliards de dollars de dépôts bancaires qui risquent de quitter le système traditionnel pour aller vers les stablecoins. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, ça fait 36%, plus d'un tiers de tous les dépôts du système bancaire américain. C'est une véritable bombe à retardement. Il faut bien comprendre que les dépôts, c'est l'essence même du moteur d'une banque. Et le plus important à comprendre, c'est que ça ne menace pas que les banques, ça menace toute l'économie. Si les dépôts s'en vont, les banques ne peuvent plus prêter d'argent. Sans prêt, pas d'achat de maison, pas d'achat de voiture, pas d'investissement pour les entreprises. C'est tout le système économique qui risque de se gripper. Et attention, ce n'est pas le seul front. Pour les transferts d'argent à l'international, un autre service de base des banques, la comparaison est encore plus brutale. Plusieurs jours d'attente contre quelques minutes, des frais de plus de 6% contre quelques centimes, des services ouverts aux heures de bureau contre une disponibilité 24 heures sur 7. C'est simple, les banques sont dépassées sur absolument tous les points. Alors, face à cette offensive sur deux fronts, les banques se retrouvent devant un choix quasi existentiel. S'adapter à ce nouveau monde ou risquer de devenir une relique du passé.
L'analogie, elle est frappante et elle est très juste. Les magasins de location de vidéos n'ont pas disparu parce que les gens ont arrêté de regarder des films. Ils ont disparu parce qu'une nouvelle technologie, Netflix, offrait une solution plus simple, moins chère et bien plus pratique. Les banques qui ignorent cette révolution risquent exactement la même chose. Donc pour survivre, qu'est-ce qu'elles doivent faire les banques? Eh bien, elles vont devoir se transformer de A à Z, augmenter les taux d'intérêt bien sûr, mais aussi intégrer les stablecoins dans leurs propres services, accélérer leur système pour être aussi rapide que la blockchain et même proposer des produits de finance décentralisés. Les emplois aussi vont changer, on passera de tâches administratives répétitives à de l'expertise en tech et en gestion des risques. Et au-delà de cette guerre entre institutions, il y a un impact humain qui est immense. Pour les milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire, les stablecoins sont une révolution. Avec un simple smartphone, ils donnent un accès direct au système financier mondial. C'est une porte d'entrée incroyable pour l'inclusion financière. Donc, pour résumer, le verdict est assez clair, non? Que ce soit sur la vitesse, le coût, l'accessibilité ou les rendements, les stablecoins sont supérieurs sur presque tous les services bancaires de base. Ce n'est pas une simple mode, c'est une technologie qui est fondamentalement plus efficace. Voilà, la transformation, elle est déjà en marche et elle est mondiale. La vraie question, ce n'est plus de savoir si ça va arriver, mais à quelle vitesse ça va se propager. Est-ce que des régions comme le monde arabe, avec des populations jeunes, très connectées, vont l'adopter à vitesse grand V, ou est-ce que les systèmes en place vont freiner son impact? C'est une question